Donc, comme on le sait, et on va le faire dans le plus grand respect. Ensuite, on comprend qu'il y a certaines choses probablement qui ne vont pas dans le même sens, qui ne portent pas les mêmes intérêts pour chacun de nous. Mais toutefois, étant donné que nous sommes des professionnels et nous sommes très ouverts, nous, au niveau du ministère, à écouter vos préoccupations, vos commentaires. C'est vrai qu'on n'aura pas tout dit aujourd'hui. C'est pour cela qu'on laissera également cette opportunité à ce que vous avez envoyé plus tard des commentaires par écrit. Donc, on va continuer à la dernière présentation. Merci. Merci, directeur. Et merci également à l'assistance. J'espère que vous allez encore nous supporter pendant quelques bonnes minutes pour la présentation des régimes spéciaux, appelés également régime dérogatoire. Donc, d'entre Dieu, ce qui nous intéresse beaucoup plus dans toutes les séances de présentation, ce sont les grands changements qui sont apportés et dans le Code général des impôts. Donc, en termes de changement, au slide 3, prochain slide. OK. Donc, en termes de changement pour les régimes spéciaux, donc, les textes consacrant le Code des investissements sont, je dirais, révisés et précisés de façon exhaustive la liste des activités pouvant bénéficier et les avantages incitatifs. Et du coup, on évite toute forme de subjectivité et toute forme de fourre-tout, si je peux le dire ainsi, donc dans l'interprétation des textes de loi. Donc, les textes sont vraiment recadrés avec le CGI. Donc, vous pouvez voir ça, c'est à l'article 298. Au slide 4, autre changement au niveau du Code des investissements, c'est la révision à 5 années consécutives des avantages fiscaux et douaniers. Donc, tout en accordant, comme vous pouvez le voir, 2 ans supplémentaires pour les investissements réalisés en dehors du département de l'Ouest. Un ensemble de dispositions ont été également supprimées, telles que l'exonération des taxes communales, la méthode de l'amortissement accéléré, ainsi que l'exonération de la TMS. Et en cas de réinvestissement, possibilité d'octroi d'incitation douanière seulement pour une durée ne dépassant pas 3 années supplémentaires. Donc, cela traite à l'article 298 et suivant. Toujours dans le Code des investissements, au slide 5, les propriétaires d'entreprises qui, je dirais, exercent une activité agréée par le présent Code sont imposables au régime de droit commun. Donc, les avantages sont octroyés à la personne morale et non aux propriétaires, ou du moins non aux actionnaires des entreprises. Et aussi, le Code a fait également valoir du non-cumul des régimes, c'est-à-dire soit on octroie l'autorisation pour le Code des investissements ou pour les zones franches, mais pas les deux en même temps. Donc, vous pouvez voir ça à l'article 306. Slide 6. Excusez-moi. Maintenant, pour la clarification de la forme et le contenu de la demande des avantages incitatifs, il est vivement conseillé de voir l'article 320 du CGI pour plus de détails, juste pour avancer beaucoup plus. Autre changement, c'est au niveau du renforcement de la décision de la CI. La CI qui est la Commission interministérielle des investissements. Donc, en termes de directives, comme vous pouvez le voir, plus d'exigences sont faites à la CI quant à la célérité avec laquelle la demande
doit être traité. Les délais de traitement de la demande sont précisés. Possibilité offerte à la CI de demander des informations complémentaires ou de rencontrer l'intéressé lui-même. Et la forme de communication est également fait mention. L'obligatoire et de la décision de la CI sont précisées. Et enfin, les modalités de la publication de la décision de la CI en cas d'approbation sont mieux structurées. Donc, ceci est prévu aux articles 321 et suivants. Donc, comme vous pouvez le voir dans le 8e slide, toute partie non satisfaite d'une décision prise, je dirais, à son encontre, par la Commission peut introduire contre cette décision un recours gracieux. Donc, les voies de recours doivent être expressément mentionnées également dans la notification de la décision de la CI, tout en précisant que toute partie ici fait référence soit à l'intéressé lui-même ou du moins à un concurrent qui est dans le même secteur d'activité et qui se sent son droit lésé, ou du moins qui se sent que les décisions lui portent préjudice. Donc c'est au niveau de l'article 324. Important aussi de le souligner, c'est qu'après un recours gracieux, la décision de la CII n'est pas, je dirais, susceptible d'autres recours juridictionnels. Donc, c'est clair et c'est précisé à l'article 324. Slide 10. Autre point à signaler, c'est qu'il est fait obligation aux entreprises et bénéficiaires des avantages législatifs de remplir leurs déclarations, et de déposer leurs états financiers. De communiquer également tous les 6 mois au ministère du Commerce et de l'Industrie les prix des biens et des services produits, de justifier que les marchandises importées ont été exclusivement utilisées pour les besoins de l'activité agréée, et également de présenter chaque semestre un rapport de production aux différents ministères concernés. Donc, vous pouvez consulter les articles 326 jusqu'au 332 pour plus d'informations. Un autre changement majeur, c'est que la CI peut procéder également au suivi et évaluation via une cellule instituée au sein de la commission juste pour évaluer les engagements pris par l'investisseur au moment de l'agrément. Donc, dans son rapport de suivi, évaluation, donc la cellule peut expressément recommander à la CI de maintenir les avantages d'un investisseur et de suspendre les avantages d'un investisseur ou du moins de retirer les avantages d'un investisseur. Donc cela traite aux articles 333 et suivants. Slide 12. Là où il peut y avoir dans le code une voie de recours juridictionnel, c'est quand il y a une décision de retrait qui est prise par la commission contre un investisseur. Du coup, l'investisseur en question peut faire un recours par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc c'est l'un des grands changements apportés dans le code et vous pouvez voir ça à l'article 338. Maintenant, pour la direction des zones franches. Donc, comme vous le savez déjà, donc, pour les régimes dérogatoires, nous avons le Code des investissements et nous avons en deuxième lieu les zones franches. Donc, il faut dire qu'il y a une grande similitude, je dirais, dans les modifications opérées dans les zones franches avec le Code des investissements. Donc, par exemple, les formes des suivis évaluations et les recours juridictionnels sont presque les mêmes pour les zones franches.
Donc aussi, le code a aussi supprimé la notion de sous-zone franche qui paraissait un peu problématique dans son contenu. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez voir l'article 339 et suivant. Autre changement, c'est que le code a précisé également, ou du moins a clarifié, les conditions pour exercer une activité en zone franche. Donc, avec le code, seules les personnes morales sont habilitées à exercer une activité en zone franche. Donc, cela traite aux articles 349 et suivants. Encore autre changement majeur, c'est que la demande d'exercer une activité en zone franche doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre au Conseil national des zones franches et non à l'opérateur comme prévu et le texte actuel en son article 55. Pour le suivi et évaluation, toujours dans les zones franches, il est créé une direction à l'intérieur des zones franches appelée DZF, Direction des zones franches. Et tout en précisant que cette direction n'est pas nouvelle, mais avec le CGI, on a renforcé son champ d'application juste pour mieux harmoniser le texte. Donc, vous pouvez consulter également l'article 359 et suivant pour plus d'amples informations. Autre changement à signaler, c'est l'ajout du ministère de l'Environnement et du directeur général des impôts au Conseil national des zones franches. Il faut préciser qu'avant, ou du moins avec le texte actuel, cette commission constitue de 10 membres dans le texte actuel. Mais avec le CGI, ce sera 12 membres, avec l'ajout du ministre de l'Environnement et du directeur général de la DGI. Donc, on a fait ça également. Il faut préciser que nous avons en zone franche un régime douanier et fiscal. Donc, on trouve que c'est évident que le DG de la DGI en fait partie, puisque le DG de la douane en a déjà fait partie de cette commission. Et il faut signaler également que la présidence du Conseil national des zones franches est confiée désormais avec le CGI au ministère de l'économie et des finances au lieu du ministère du commerce et de l'industrie. Donc cela traite à l'article 377. En plus, c'est le dernier slide, en plus avec le code, on peut dire que la direction des zones franches devient un service techniquement déconcentré, comme vous pouvez le voir dans le slide 19. Donc, cette direction devient un service techniquement déconcentré et qui relève du ministère chargé de l'économie et des finances au lieu du ministère chargé du commerce et de l'industrie. Donc, encore, vous pourrez consulter l'article 380 pour plus amples informations. Voilà, en quelques minutes, on a fait le tour d'horizon des régimes spéciaux et il me reste qu'à vous dire et merci de votre attention. On passe la place à Sylvestre. Qui ont écouté les présentateurs et puis à ceux qui sont en ligne également. Donc, on va passer aux questions. Donc, on va le faire de façon... Donc, je ne sais pas. Lubin, tu feras pour nous la gestion des demandes. Donc, il y a 2 demandes qui sont en cours. Donc, il n'y a pas de... Il y a 3.
Je peux y aller? Oui, on se présente pour faciliter les échanges. Bonjour, c'est Bernard Crane de la Chambre de commerce et d'industrie. Et d'abord, je voulais féliciter le ministère pour cette initiative et non seulement celle de mettre à notre disposition un projet de code fiscal et comprenant le Code général des impôts et le livre de procédure fiscale. C'est une excellente initiative dans le sens que ça va faciliter le travail aussi bien des contribuables eux-mêmes que celui de leurs conseillers, aussi bien comptables et autres conseillers. Mais ça va vous faciliter votre travail aussi au niveau des différentes institutions en charge de la collecte, parce que vous allez avoir un instrument en main qui regroupe toutes les lois, tous les règlements à caractère fiscaux qui régissent notre vie en Haïti pour le moment. Cependant, je voulais faire deux remarques. La première, c'est que ça vous a pris, au ministère de l'Économie et des Finances, 12 ans, d'après ce qui nous a été dit à la rencontre de la semaine dernière, pour préparer ce document, avec l'assistance d'institutions internationales telles que le FMI ou assistance bilatérale de la France, etc., etc. Ce document a été soumis par votre commission au ministère des Finances en septembre de l'année dernière, d'après les dires du ministre. Et ce n'est que le 11 juillet que ce document nous a été transmis. Je vais parler des associations patronales. Je ne sais pas pour les autres membres de la société civile. Aujourd'hui, 17 août, ça fait un peu plus d'un mois que nous avons ce document en main et que nous travaillons sur ce document. Un document extrêmement complexe, très long, et qui demande un travail en profondeur. Lors de la publication de la dernière loi de finances 2021-2022, 5 associations avaient écrit, associations et chambres de commerce, au ministère des Finances pour demander une rencontre sur les modifications qui se trouvaient dans le cadre de cette loi, de ce décret. Et suite à ces contacts avec le ministère des Finances, des moratoires avaient été accordés à ces associations, enfin, aux contribuables, dans l'application de la plupart des décisions fiscales qui avaient été prises dans le cadre de ce décret de finances, de ce budget. Maintenant, il nous a été dit que ce Code général des impôts et le livre de procédure fiscale ne rentreront en application que dans 24 mois, suite à l'intervention du ministre la semaine dernière. Donc, ce que nous souhaitons au niveau des associations et chambres de commerce, c'est qu'il nous soit accordé un délai plus long pour pouvoir travailler sur ce code. Parce que, comme nous l'avions dit dans la correspondance envoyée au ministère des Finances, à l'occasion de la publication du décret sur la loi de finances, des analyses d'impact doivent être faites pour comprendre ce que ça représente au niveau de nos entreprises comme augmentation de nos coûts. Ensuite, il faut savoir ce que ça va représenter pour l'économie également. Nous sommes dans une situation d'inflation qui dépasse les 30%. Nous sommes dans une situation où l'inflation mondiale, particulièrement de notre plus grand voisin, qui nous dépassait rarement les 2%, est en train d'arriver à 9-10%. Tous les coûts de nos entreprises augmentent. Et ceci a une répercussion directe sur les prix des produits et des services que nous vendons. Donc il nous faut le temps, si vous ne l'avez déjà fait, parce que nous avions sollicité ces analyses d'impact, que vous ne n'avez pas envoyées. Si vous ne l'avez déjà fait, il nous faut le temps d'analyser l'impact des mesures
qui sont dans ce code. Deuxièmement, un code a un caractère permanent. Beaucoup des mesures que vous consacrez dans ce code ont été prises lors de la publication de décrets de loi de finances, décrets loi de finances, qui n'avaient pas eu le temps d'être discutés au sein d'un Parlement. Donc des décrets pris et publiés sans débat préalable avec les opérateurs et leurs représentants que sont les députés et sénateurs. Là, vous proposez un code qui devrait être encore publié par décret, avec une situation où ce gouvernement ne fait pas l'objet d'un large consensus. Moi, au nom de l'institution que je représente, je crois qu'il serait préférable non seulement qu'on nous donne plus de temps, mais qu'on laisse à un gouvernement ayant un consensus beaucoup plus large, bénéficiant d'un consensus beaucoup plus large, ou encore à un gouvernement issu d'élections, la possibilité de publier un document d'aussi grande importance pour l'avenir fiscal de ce pays. Merci. Et je ne sais pas, probablement ce sera pareil pour tout le monde. Donc il y a l'aspect technique, il y a également l'aspect politique. Au niveau, c'est vrai qu'on fait la politique fiscale au niveau du ministère, mais la politique pure, donc c'est à un autre niveau, certes. Mais nous avons voulu contribuer, voilà l'objectif. Étant donné la situation, on a voulu contribuer à ce que le système fiscal ait un code fiscal. Parce que c'est vrai qu'on a eu dans le temps des compilations de textes. Donc quand même nous remercions ceux qui l'ont fait. On a eu plusieurs compilations de textes, c'est vrai, mais nous avons voulu, étant donné, après 98 ans, donc d'existence de la Direction générale des impôts, et encore beaucoup plus de ministères, donc on a voulu avoir ce document. Vos remarques sont prises en compte, donc c'est certain qu'on va les consigner, et puis on aura des retours. En ce qui a trait au délai à accorder, donc je ne sais pas si M. Troissou pourrait ajouter quelque chose en ce qui a trait au délai. Oui, merci. Donc pour le délai, et certainement les techniciens ont pris acte de la requête que nous allons partager avec les autorités du BEF, parce que les techniciens ne peuvent pas décider de prolonger le délai. Et ce qu'on sait, c'est que le code doit être adopté assez rapidement, mais sur une base participative, et c'est dans ce processus que nous sommes. Donc, et l'application sera dans 24 mois, quitte à préparer l'administration de manière à être prête pour mettre en œuvre les nouvelles dispositions. Donc, on prend acte et certainement, il y aura des retours par rapport à cette préoccupation de délai. Merci. Au comptable Duval, mais j'aurais aimé préciser, on va voir dans quelle mesure qu'on peut être rationnel afin de laisser tout le monde la possibilité de participer. Parce que pour nous, ça compte beaucoup vos commentaires. Ensuite, ok, Duval, vas-y. Merci. Je vais d'abord faire une première remarque concernant
l'exposé des justifications du code, parce que c'est très important. Et je retiens particulièrement que dans la présentation de M. Troissou, il avait mentionné la prise en compte de l'élasticité, peut-être l'élasticité prix-produit, dans le choix de politique économique. Mais je constate aussi que l'élasticité en tant que telle, comme variable économique importante, ne suffit pas pour avoir un code équitable. Il faut ajouter à l'élasticité des choix clairs de politique économique en matière d'imposition. Et le produit final, en fait, le projet en cours maintenant montre qu'il n'y a pas eu de choix de politique économique clair, parce que finalement, quand on parle d'élasticité, c'est limité beaucoup plus et à la consommation, et donc aux impôts indirects, à la TCA, etc. Et en finissant son exposé, ce que j'ai noté, c'est qu'il a dit que l'État doit encourager, mais aussi collecter. Et là, il y a une erreur fondamentale, c'est que il faut que l'État encourage, que l'État décourage. Et c'est dans cet équilibre qu'on va trouver un code équitable qui ne va pas beaucoup trop s'arrêter sur augmenter les taux existants, des choses comme ça. Et dans ce cadre-là, la fiscalité devient aussi ce qu'elle doit être pour être complète, un instrument de politique économique. Donc, s'il y avait eu cette réflexion, je pense que peut-être le code serait orienté, par exemple, je donne des exemples comme ça, vers un régime de TCA à taux multiples, par exemple. On étudierait l'élasticité, on dirait que pour tel produit, taux multiples, on fait des réflexions là-dessus, stratégiques. Peut-être qu'on aurait aussi, en matière de retenue sur loyer et des choses comme ça, et peut-être une classification qui nous permet d'appliquer plusieurs taux, de faire des choses comme ça. Et même en question pour la question de plus-value, etc. Bon. Et par exemple, s'il y a prise en compte de facteurs économiques, je ne vois pas pourquoi. En matière économique, quand on parle, ce n'est pas comme pour nous les comptables, on parle de court terme, long terme uniquement. En matière économique, quand on parle d'économie, de code fiscal en général, on est dans le court, dans le moyen, dans le long terme. Il n'y a pas eu cette réflexion. Par exemple, pour la question de plus-value court terme, long terme, alors qu'on aurait dû le faire. Et quand on est en économie de base, bon, 5 ans, ce n'est pas vraiment le court terme. Ça peut être le court terme, mais ça peut être un peu plus le moyen terme aussi, etc. Finalement, je ne vois pas comment, et pour une question qui concerne la propriété bâtie, etc., des choses comme ça, et puis vous descendez à 5 ans. 10 ans, c'est un minimum pour qu'on puisse se situer vraiment, pour se positionner vers le long terme. Et ça, c'est la première remarque. La deuxième, dans le fondement même du texte, etc., les études fondamentales, le texte de la présentation, je pense qu'on doit faire une correction, en fait, une précision, en utilisant les deux concepts de territorialité et de mondialité. Parce qu'il y a quand même d'autres concepts qui vont venir, etc., et dans la fiscalité internationale, et qui vont arriver avec tout ça. Parce que aussi, territorialité tout court, ça peut prêter à confusion. Parce que dans la littérature fiscale internationale, il y a aussi, on parle du concept de territorialité restreinte, territorialité étendue. Dans la territorialité étendue, par exemple, on renvoie aussi à ce qui est pratique aux États-Unis, même si on parle de base mondiale. Territorialité étendue. Autrement dit, le terme territorialité est utilisé avec des qualificatifs. Tout seul, ça peut prêter à confusion, dépendamment de quelle école, dans quel continent, peut-être on a étudié la fiscalité.
Et ce n'est pas à tout le monde qu'il est donné, peut-être de faire des études sur plusieurs continents en matière fiscale. Ça peut poser quelques problèmes. Mais je suggère quand même qu'on fasse la précision, si c'est restreinte, étendue ou base mondiale, etc. Il faut préciser ce concept. Et là, je finis avec tout ça. Et je voudrais toucher 4 ou 5 irritants d'ordre stratégique qu'il faut envisager et qui vont influencer le code en général. Et dans notre analyse, nous avons, au-delà des 3 documents reçus, nous avons regardé aussi le cadre légal de l'administration fiscale et de la DGI. Et nous avons constaté que en 2005, la DGI avait fait un effort pour améliorer sa structure. Et de 2005 à 2014, il y a eu un premier changement et la DGI avait émis un projet de loi organique qui n'a jamais été adopté. Ce même projet a été retouché maintenant pour une autre version en septembre 2015 qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore adopté. De sorte que, à la base, il faut penser, avant d'aller au Code des impôts, en fait, parallèlement, pendant qu'on y est, il faut penser aussi à booster les responsables pour vraiment faire quelque chose avec la loi organique de la DGI. La conséquence, c'est que je constate que dans le texte, il y a beaucoup d'articles, il y a même un ensemble de régimes de pénalité qui sont basés sur l'appartenance, la gestion du dossier du contribuable, soit au DGC, DMC, DOEE, etc. En l'absence d'une loi organique, il est dangereux quand même de prendre ça comme base. Bien que techniquement, je pense qu'on peut faire mieux s'agissant de pénalité. Le danger aussi, c'est que aussi faire référence comme base pour les pénalités, la majorité des pénalités, formalité A, DEMC, donc DMC, DGC et DOEE particulièrement, renvoie à ignorer le reste du pays. Parce que dans la structure même, qui n'est pas encore votée, mais qui est en cours, quand on dit DMC et DGC, DOEE, on parle tout simplement de direction décentralisée. Or, si on établit des sanctions sur ça, et ça va poser des problèmes, un problème technique légal, etc. Et en même temps, ça donne l'impression que le code s'oriente, je dis s'oriente, je n'accuse personne, s'oriente ou bien est orienté vers le maintien du statu quo consistant à gérer les dossiers des grandes entreprises à Port-au-Prince et à centraliser d'autres contrôles à Port-au-Prince. Il faut dépasser ça, d'où je suggère que dans tous les articles, au lieu de répéter DGC, DMC, DOEE, parler de direction décentralisée sans oublier les autres directions. Mais, sinon, tous les articles où ça apparaît sont des articles entachés, c'est illégal parce qu'il n'y a pas de... Illégal, peut-être qu'on pourrait s'en passer parce qu'on fait ça très souvent ici, mais quand même, c'est techniquement non convenable. Ça limite et ça donne une mauvaise impression. Deuxième chose, c'est que dans la structure même actuelle, en fait, les structures proposées de 2005 à 2015, il y a une bourde extraordinaire dans la création de la direction des organismes à but non lucratif et des entreprises exonérées.
Je l'avais déjà dit quand on a présenté ce projet à plusieurs reprises, mais on ne voulait pas entendre. Quand on dit organisme à but non lucratif, on désigne un statut permanent de l'organisme. C'est correct. Quand on dit entreprise exonérée, on désigne une position transitoire, passagère, de sorte que maintenant, il peut y avoir un service qui s'occupe des entreprises exonérées pendant le temps d'exonération, mais pas mélangé à d'autres dossiers, et ceci va rendre cette direction contre-productif. Troisième chose, on l'a déjà dit, et je pense que ça allège un petit peu la remarque que je vais faire. On voit que le code est centré beaucoup plus au fond sur les recettes. Il y a comme une vision immédiate que sur le long terme. N'oubliez pas, quand on va sur le long terme, la stratégie économique, il y a des choses que je décourage pour alléger le système à l'avenir, pour permettre à l'économie nationale de prendre son essor, etc. Et dit, c'est en lien avec ce que je disais la première fois. Et troisièmement, on veut rentrer dans une dynamique d'intégrer, et c'est une très bonne idée à l'étude, la taxe sur la contribution foncière des propriétés non bâties. Moi, je m'en félicite, mais attention. Quand on dit propriété non bâtie, ça suppose qu'au préalable, il y a déjà un cadastre établi, il y a une autorité de contrôle ou bien des autorités de contrôle établies, et aussi, il y a déjà une monographie. Alors, quand on a parlé, etc., de ça, une monographie, c'est-à-dire une étude approfondie, mais avec des classifications. Maintenant, allez dire qu'on va faire et confier cet impôt à des mairies sans structure, on va ouvrir la voie à un méga dégât national. Je ne vais pas en dire plus, mais quand même, je peux partager avec vous d'autres réflexions plus étendues. Autre chose. On rentre maintenant dans une dynamique, en plus de ça, de dire qu'on va évaluer à la valeur vénale. Moi, je dis variable toujours de la valeur vénale parce que ça va varier tout le temps. Quand on dit valeur vénale variable, il faut se rappeler qu'on a essayé de rentrer cette affaire dans la contribution foncière des propriétés bâties à l'occasion du décret budgétaire, c'était la loi à l'époque, de 2015-2016. Personne n'y a compris grand-chose. Parce que finalement, pour gérer des biens à la valeur vénale, il faut non seulement les identifier, mais aussi suivre leur valeur, l'évolution de leur valeur à tout moment. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de faire en fiscalité mon stage à l'IAP. J'avais deux chances d'aller faire des stages à Perpignan au niveau de contribution des propriétés bâties. En même temps, j'ai fait des stages sur le label du programme que je suivais à Paris 1, quand je faisais mon DSS. Je travaille directement dans la gestion cadastrale. Mais c'est un tas de choses. C'est-à-dire, il y a une dynamique de la gestion cadastrale qui va faire que si vous venez avec ces propriétés bâties, il faut non seulement découper, dire ce qui va se faire, mais aussi avoir des outils techniques de très haut niveau. À ma vieille époque, déjà, c'était la photogrammétrie qu'il y avait. Aujourd'hui, on peut passer par des opérateurs en matière d'information géospatiale. Je ne sais pas si c'est Google, etc., mais on a des compétences ici. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va laisser dans la rue pour pouvoir ouvrir la voie au chantage et même à la spoliation, etc., des choses comme ça. Et puis, je rejoins peut-être, pour finir, la remarque une remarque qui se rapproche de ce qu'avait dit au départ le intervenant, M. Kahn. Pour le délai de mise en œuvre, en fait, de mise en application du code, il y a un chronogramme à établir. C'est comme ça que ça se fait.
qui prend en compte, par exemple, programme de formation. Parce qu'en 2005, quand on a fait un certain changement substantiel dans la loi relative à l'impôt sur le revenu, et quand ça allait basculer parce que tout le monde n'était pas au courant, j'ai dû moi-même me mettre avec Payan pour organiser une douzaine de séminaires un peu partout pour faire comprendre. Il faut la formation pour les agents de l'administration fiscale et autres, plus pour aussi les contribuables qui veulent, etc. Et deuxièmement, il faut quand même que l'administration se donne déjà le temps pour pouvoir préparer les outils de perception, les outils simples, déclaration d'impôts, des choses comme ça, les changements, etc., les formulaires, tout, etc., et de les mettre en application, voire simulation, etc. Je vous dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes à un carrefour où la DGI utilise, dans certains domaines, des formulaires si anciens que finalement, on doit faire des photocopies, ajouter des choses, etc. Parce que là, quand on parle de système encore, il faut regarder que si on va vers ce code, il faut aller aussi avec la technologie, etc., tout ça. Et puis, il y a les arrangements à faire en matière de ressources humaines. Il n'est pas certain que les cadres que vous avez là maintenant sont ceux qui sont déjà suffisants en quantité et en qualité pour aller rentrer dans une mouvement, dans une dynamique. Il faut aussi penser peut-être au projet de l'école des impôts que vous avez, mais qui a toujours titubé parce que c'est toujours un cadre de la DGI qui va être responsable, par-ci, par-là, etc. Peut-être qu'il faut voir ça avec, je ne sais pas, le NAP, des choses comme ça, pour faire quelque chose d'envergure pour qu'on puisse rentrer dans un minimum de modernité. Parce que si je vous parle du cadastre, par exemple, bon, j'ai fait mes stages en 86, 85, voilà que, et je sens que je suis plus avancé un petit peu, alors que ce n'est pas normal. Et puis pour finir, il y a des secteurs, je pense qu'il faut regarder avec un œil plus actuel et approfondi. Les télécommunications, par exemple. Regardez, par exemple, l'évolution, je ne sais pas, des installations des distributeurs de produits pétroliers, l'évolution des différentes formes de contrats. Parce que dans le temps, on avait des stations avec une petite boutique pour les accessoires, huile, les choses qu'on pouvait avoir besoin pour la voiture. Là, ce n'est pas la même chose. Elle dit, je donne ça comme exemple. Il y a un tas de choses qu'on peut faire. Je m'arrête là-dessus parce que là, je voulais seulement me prononcer sur les aspects stratégiques. Et si on les rate, on rate le code. Je reprends. Question de toute l'organisation à légaliser. Et même si c'est légalisé, éviter quand même d'aller centrer les choses sur Port-au-Prince, etc. Deuxièmement, si vous avez envie de parler de DMC, DMGT, des choses qui sont à Port-au-Prince, mettez des directions décentralisées, mais sans oublier les autres choses. Et troisièmement, je parle de la fonction hybride confiée à l'OEE qu'il faut nettoyer, de OEE. D'ailleurs, il y a deux noms qui sont en circulation. Dans les deux derniers textes qui ne sont pas encore votés, il y a quelque chose comme DOE, il y a aussi un autre DONGE, D-O-N-G-E-E. Il faut clarifier. Il y a deux noms. Ah bon, je ne sais pas comment lire. Bon, ok, D-O-N-G-E-E, d'accord. Et troisièmement, des choix plutôt orientés vers à la fois l'augmentation des recettes par la prise en compte de l'élasticité dans le sens de découverte des choses, augmenter les recettes dans le sens de l'élargissement de l'assiette fiscale. Il y a des secteurs souterrains, etc. Aujourd'hui, c'est mon cap de travail qui a plus de problèmes dans le système. De pouvoir travailler dans le système, non, il y a un problème. Et puis, pour finir, pour cette question de gestion cadastrale et concernant propriété foncière non bâtie, réfléchissez beaucoup parce que je suis sûr que vous n'êtes pas encore préparé. Ça risque d'être un fiasco. Ou bien ce ne sera pas appliqué, mais ce sera appliqué un petit peu contre le pays. Peut-être ce n'est pas le moment. Et ensuite, le délai.
Baudin, il y avait M. Nelson, ensuite vous-même. Oui, oui. Donc, on a apprécié, mais je voulais faire 2 points, vraiment 2 points. C'est par rapport au projet PIF qu'on a au niveau de la Direction générale des impôts, qui est le projet d'informatisation du registre foncier haïtien. Donc, l'aspect cadastral a été pris en compte. Donc, on travaille là-dessus. Et c'est bienvenu, vos commentaires. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut aller beaucoup plus rapide afin que l'idée de contribution foncière des propriétés non bâties, ça peut vraiment s'allier avec ce qu'on a comme projet. Ensuite, je rappelle également... Une minute. Il faut aussi, en parallèle, une administration nationale de gestion cadastrale dynamique. Oui, certainement, certainement. Ensuite, en ce qui a trait... alors là, je vais dire quelque chose qui va résumer certaines préoccupations. Donc, c'est le projet, c'est le déploiement de RMS, qui est le Revenue Management System, qui est un système d'intégration de données centralisées qui va permettre à la DGI vraiment de ne pas considérer la question de DMC, DGC, etc. Mais toutefois, les dossiers seront traités certes au niveau de cette direction déconcentrée, mais les contribuables peuvent payer n'importe où à partir des paiements en ligne, à partir de RMS Web. Donc, je voulais ajouter ces 2 points. Ensuite, en ce qui a trait au cadre légal, concernant le code, la loi organique, c'est en parallèle avec le Code général des impôts, ça avance très bien, on est en phase de consultation. Donc, merci encore. Donc, ça nous donne nous-mêmes également l'occasion de vendre ce qu'on fait également comme projet au niveau de la DGI. Merci encore, M. Duval. Vos remarques, commentaires sont prises en compte. Donc, on va les consigner dans le document. M. Nelson? Oui, merci beaucoup. Excusez-moi, M. Nelson. Donc, on a apprécié l'exposé de M. Duval. Donc, c'était vraiment bien. Et, je ne dis pas mais, et on demande aux autres intervenants d'aller un petit peu plus rationnel afin de laisser les autres la possibilité de parler également. Donc, on accorde 3 minutes pour aider les autres à parler également. Merci. Ah ben, ok, merci. Et le confrère Duval a déjà posé les problèmes stratégiques. Et nous avons certaines préoccupations d'ordre spécifique. Par exemple, il y a un irritant qui n'a pas été posé dans le Code général des impôts. Et la récupération des crédits d'impôt. Nous savons que les crédits d'impôt sont récupérés sur le même impôt. Si c'est un impôt mensuel, c'est le mois prochain. Si c'est un impôt annuel, l'année prochaine. C'est un impôt occasionnel quand arrive l'occasion. Et comprenez, l'administration a gelé les fonds des personnes qui pourraient être utilisés à s'autofinancer, à autofinancer ces opérations d'exploitation, par exemple. Et quand ça arrive, la personne est bien obligée d'aller ailleurs, pas vrai, pour obtenir des fonds qui a un coût qui ne devait pas être nécessaire pour l'entreprise. Et ça pose de sérieux problèmes. Ensuite, nous pensons, dans une certaine mesure, il y a double imposition, surtout en ce qui a trait à l'impôt sur le revenu. Il y a l'impôt sur le revenu, normalement, pour les personnes physiques et l'impôt sur les sociétés pour les sociétés anonymes. Mais il y a un minimum forfaitaire. C'est un démon qu'on a réveillé. Moi, je me rappelle, il y avait cet impôt-là. C'était 1% du chiffre d'affaires pour toutes les entreprises. Et je me rappelle, le problème se posait. Il y avait pas mal d'entreprises qui avaient cumulé des crédits. En plus, l'administration dit, dans 5 ans, si l'entreprise n'a pas récupéré, c'est resté acquis à l'administration. Moi, je me rappelle avoir dit au Palais national, c'est du vol. L'administration ne peut pas se permettre de voler ses administrés. Parce que je vous fais une avance, pas vrai, il faut me donner la possibilité de récupérer. Parce que ça, c'est mon argent. Ce n'est pas un montant des impôts. Ensuite,
il y a la problématique, je vais y arriver, il y a la problématique de contribuables redevables. On dit indéfiniment contribuables redevables. Mais nous savons que c'est deux personnes nettement différentes. Pas vrai? Le contribuable, c'est celui qui supporte son impôt et qui est responsable pas devant l'administration. Alors que le redevable, c'est un intermédiaire entre l'administration et les contribuables. Donc, ça pose la problématique de responsabilité. Parce que si j'avance pour une personne, pas vrai, au titre de retenue à la source, mais moi-même, bailleur, ma responsabilité s'arrête à quel moment? Ça devait s'arrêter au moment du dépôt des états financiers. C'est une personne qui dépose ses états financiers, ou bien au moment du dépôt de la déclaration définitive de la personne. Mais l'administration me dit, si je ne pratique pas la retenue à la source, je suis responsable définitivement. Mais deux, je ne peux pas déduire ça de l'ensemble de mes revenus pour obtenir mon revenu imposable. D'ailleurs, c'est ajouté directement au revenu imposable. Ça pose pas mal de problèmes. Quant à, par exemple, impôt forfaitaire, impôt foncier, je me rappelle avant, on faisait la démarcation entre les assujettis à l'impôt foncier et ces types d'impôts qui sont considérés comme des revenus comme des revenus commerciaux. Mais la démarcation n'est pas faite. Et quand la démarcation n'est pas faite, vous me dites, je suis un professionnel de l'immobilier, de ce fait commerçant, et puis vous me dites, je ne peux déduire que 50% de mes charges. Donc ça, ce sont des irritants qui posent pas mal de problèmes, sans ajouter, par vrai, l'augmentation des pénalités, etc., qui généralement n'entraînent pas vraiment l'augmentation des recettes. Parce qu'il faut comprendre que le système fiscal doit être juste et équitable. Quand ça se pose, on a tendance à aller ailleurs. C'est d'ailleurs ce qui agrandit l'informel en définitive. Il faut comprendre qu'il y a informel total, quelqu'un qui n'est pas du tout dans le système, mais il y a informel partiel tout, quelqu'un aussi, quelqu'un qui a un paravent, pas vrai, et puis maintenant a peut-être la majorité de ses activités hors du système. Et ça génère des concurrences déloyales, pas vrai, et qui impactent, pas vrai, les revenus réalisés, parce que en définitive, l'administration fiscale a intérêt que les entreprises soient profitables et réalisent de plus en plus de revenus, que leur situation économique évolue de plus en plus, pas vrai? Donc ça entraîne l'agrandissement de l'assiette. En plus, il y a un problème que mon confrère a abordé, pas vrai? Bon, c'est vrai, le directeur Lodin a dit que on peut payer l'impôt n'importe où, etc., si on atteint un seuil d'être traité par une structure spécialisée de la DGI, par exemple DMC, etc., etc. Mais le problème qui se pose, est-ce que la DGI a les moyens? Parce que ces structures-là sont installées à Port-au-Prince et ont une compétence nationale. C'est-à-dire, quel que soit là où je me trouve, dans la mesure où j'atteins plus de 10 millions de gouttes, plus de 40 millions de gouttes, pas vrai? Et je suis un ONG ou bien une entreprise exonérée, mon dossier doit être traité à Port-au-Prince. C'est donner aux personnes des charges supplémentaires qui ne sont pas nécessaires à leur production. Donc moi je pense que en principe, on devait... Et en plus, le contrôle fiscal n'arrive pas à ces personnes-là. N'arrive pas à ces personnes-là. Et les directeurs départementaux, par exemple, si c'est une entreprise qui est au Cap, ferme ses yeux sans pour autant entrer dans la corruption. Parce qu'on lui fait des pressions pour obtenir des recettes. Et puis, il a des entreprises, pas vrai, qui pouvaient lui fournir des recettes. Vous lui dites non, vous n'avez pas accès à ces entreprises. Et toutes les entreprises doivent régler leurs formalités à Port-au-Prince. Mais je pense qu'il faut considérer tout ça.
En plus, il y a un problème de patente qui se pose. Nous avons dit que les artistes sont exonérés de la patente, mais sans donner, pas vrai, sans prendre des dispositions claires pour cibler qui. Par exemple, je suis un artiste de la catégorie de Bichat, par exemple. Alors, je n'ai pas de patente. Et quand, non, mais c'est une vérité. Mais quand Bichat va signer un contrat, on lui réclame la patente. Pour que, c'est pareil pour certains. Alors, j'ai pris l'exemple de Bichat, comme ça, sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée. Mais c'est un fait. Il fallait mettre des dispositions qui disent, à partir d'un certain niveau, mais voilà qui sont les artistes qui sont exonérés de la patente. Voilà qui sont les artistes qui ne sont pas exonérés de la patente. Parce que je pense, parce qu'il y a certains artistes qui ont tout un orchestre, mais qui n'a aucun contrat avec personne. Il va organiser un bal, par exemple, quelque part, pas vrai? Il prend des musiciens par-ci, par-là pour l'accompagner, pas vrai? Cette personne-là, son chiffre d'affaires, il est exonéré de la patente. Et l'exonération de la patente, généralement, marche de pair avec l'exonération des autres impôts. Quand une personne dit, moi je suis exonéré de la patente, dans sa tête, il est exonéré de tous les autres impôts. Il y a la problématique aussi des entreprises, des organisations sans but lucratif. On leur a assigné une patente. Et ça date de quelque temps. Ce n'est pas un problème, non? Mais c'est une dépense fiscale, pas comme des dépenses fiscales des incitations. Parce que où cette personne-là va récupérer cette dépense-là? Parce que pour une entreprise qui a but lucratif, la patente, le matricule fiscal, etc., sont des dépenses qui sont déduites de l'impôt réalisé pour obtenir le revenu imposable. Et oui, c'est ça le problème. Il y a le minimum forfaitaire, mes amis. Il faut résoudre ce problème-là. En plus de la compte, l'entreprise doit payer un minimum forfaitaire. L'entreprise doit avancer la compte. Et puis, la compte, à quel moment ça s'arrête? À quel moment la responsabilité de cette personne sur la compte s'arrête? Parce que c'est une avance, pas vrai, au début de l'exercice qui doit être récupérée à la fin de l'exercice. Et rien ne dit je vais gagner plus de revenus l'exercice suivant pour pouvoir récupérer. Donc c'est autant d'irritants, je pense, qu'il faut considérer dans le code. Et c'est une partie de nos préoccupations qu'on vous donne là. Normalement, nous aurons produit un document et dans ce document-là, nous ferons valoir toutes nos préoccupations et normalement des propositions. Merci beaucoup. Une précision, c'est que dans notre proposition, on va faire des propositions article par article, qui étaient plus techniques. Oui, certainement. Merci. Baudin qui s'est déplacé, probablement va accorder la parole à quelqu'un d'autre. Juste un moment. Donc, on a constaté, M. Nelson, effectivement, l'inefficacité de l'administration. Donc, comme on l'a souligné ici tantôt, c'est les bonnes pratiques internationales. Donc, on est conscient de notre situation, on est très conscient de notre situation, et c'est cette raison qui nous pousse à travailler afin d'améliorer. Donc, on est dans cette phase-là, et c'est ainsi qu'on vous a invité à nous accompagner dans l'accomplissement de cette tâche. Donc, c'est toujours bienvenu, et, je ne dis pas mais, on va voir dans quelle mesure qu'on va respecter les 3 minutes. Merci. Vous aussi? On a tant de choses à dire sur le projet de code qu'on oublie parfois de féliciter ceux-là qui ont préparé ce qui nous réunit aujourd'hui. Félicitations à toute l'équipe, mais vraiment félicitations. Je sais d'où vous venez et où vous en êtes, et c'est du bon travail. Mais les 2 années qui viennent seront plus lourdes encore, parce que si nous entrons dans l'application d'un code fiscal, quel que soit son contenu
et son orientation dans la situation où on est maintenant, ce sera une catastrophe. Car ça va demander une vraie réforme de l'administration fiscale. Ça va demander beaucoup de mise en place. Je vous souhaite donc bon travail. Maintenant, je vais faire 3 remarques. Et la première, ça concerne la production nationale. Dans la salle, il y a beaucoup de représentants d'entreprises qui œuvrent dans la production de biens ou la prestation de services. Je suis sûr que tout ce monde-là cherche les nouvelles mesures qui vont doper la production nationale, puisque nous sommes en récession depuis 3 ans. Il ne faut pas l'oublier. Mais ces mesures ne sautent pas aux yeux. Au contraire, nous voyons que la période d'exonération dans le cadre du Code des investissements et de la loi sur les zones franches a diminué. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais je vous fais constater que ça a diminué. Je vois qu'il y a impossibilité désormais, enfin, il y aura impossibilité de déduire le déficit de l'exercice ou des exercices antérieurs. Je vois qu'on a maintenu les restrictions dans le cadre du réinvestissement. Les entreprises n'ont toujours pas la possibilité d'importer des matières premières en exonération de droits de douane. Je vois qu'il est impossible de déduire la TCA en cas de perte, de vol ou de détournement. Je vois qu'il y a limitation en général des déductions. Et il y a même un alignement des droits d'accise dans le cas des importations et dans le cas de la production. Alors, a priori, ce ne sont pas forcément de mauvaises mesures, mais j'aimerais savoir ce qu'on a prévu pour doper la production dans notre pays. Car quand on aligne les droits d'accise, on sait très bien que les entreprises nationales ne sont pas en mesure de lutter contre les produits importés, surtout dans la situation de contrebande que l'on est. La deuxième remarque concerne justement la diminution du délai de jouissance des avantages incitatifs. Étant donné que, entre-temps, il y a beaucoup d'entreprises qui ont encore beaucoup d'années devant elles pour jouir de ces mesures et que la loi vient justement de disposer de délais plus courts, alors comment est-ce qu'on va gérer les droits acquis? S'il me reste à courir 7 ans au moment de l'entrée en application du code et que vous me dites que, bon, je n'ai plus 7 ans, c'est un droit acquis que vous remettez en question. Comment est-ce que vous allez gérer ça? Et la troisième remarque concerne les recours. Je vois que quand on procède au retrait de l'agrément d'un opérateur, cet opérateur peut faire d'abord un recours gracieux, ensuite un recours juridictionnel s'il n'est pas satisfait de l'issue du recours gracieux, et que en cas de rejet d'une demande d'agrément, le recours est seulement gracieux. Pourquoi cette différence? Merci. Vous avez répondu dans la question en parlant des droits acquis. Donc je pense qu'au niveau du ministère, on réfléchit là-dessus, à savoir, est-ce qu'il faut la décision concerne que les nouveaux ou est-ce qu'on quand même va vers
ceux qui avaient déjà ces droits-là. Donc là, on travaille là-dessus, donc ne vous en faites pas, on va apporter les éléments. Donc, on ne va pas répondre à toutes les questions, étant donné que nous attendons vos remarques de façon écrite. Donc, on va passer la parole à un doyen d'ici, c'est le professeur. Merci beaucoup, monsieur le directeur. D'abord, je voudrais remercier pour l'invitation et féliciter aussi pour le travail. Personnellement, en lisant, même de façon transversale, le code, j'ai beaucoup appris, n'étant pas un spécialiste de ces questions. J'aurais une préoccupation que je voulais partager avec vous et une suggestion. Premièrement, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une évaluation qui a été faite de ce Code général des impôts en termes de capacité de mobilisation théorique des recettes. Et ceci par champ imposable, par département géographique. Et je pense qu'une telle évaluation a toute son importance. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a de grandes différences en termes de collecte d'impôts entre les départements géographiques du pays. Et aussi, nous savons, par exemple, qu'entre les impôts indirects et les impôts directs, il y a aussi une grande injustice, en ce sens que si on collectait beaucoup plus d'impôts directs, eh bien ceci serait beaucoup plus juste, car la population la plus pauvre du pays, n'est-ce pas, contribue beaucoup dans les impôts indirects et on aurait une plus grande équité. Mais ce qui, pour moi, est le plus important, c'est une façon d'évaluer la performance de l'administration générale des douanes, de la DGI, la Direction générale des impôts, de l'administration fiscale en général. Pour nous autres citoyens, c'est ça qui est important, de savoir est-ce que vous avez atteint au moins les 80% des recettes théoriques que vous auriez dû collecter, parce que je crois qu'avec le système tel qu'il est aujourd'hui, le pays n'arrive pas à collecter 50 ou 55% de ce qu'il devrait théoriquement collecter pour répondre à des besoins sans cesse grandissants, qu'il s'agisse de sécurité, d'éducation, de santé, etc. Donc il me semble qu'une évaluation de ce genre permettrait de calculer, d'évaluer année après année la performance de l'administration fiscale et aussi le caractère équitable, n'est-ce pas, de ces perceptions, qu'il s'agisse de l'aspect géographique ou de l'aspect socio-économique de la question. La suggestion que j'aurais voulu faire, à partir de mon expérience, en essayant de lire même rapidement ce Code général des impôts, je me dis qu'une fois qu'il sera promulgué et accepté, etc., il faudrait en faire un résumé pour nos élèves des classes terminales, pour les élèves des classes professionnelles aussi, parce qu'il faut commencer à développer le civisme fiscal pour qu'ils sentent qu'ils sont des contribuables, et je crois qu'ils auraient beaucoup à apprendre et il y aurait une certaine sensibilisation par rapport à leur devoir de contribuable. Merci beaucoup. Merci, professeur Desroches. Je retiens surtout la formation aux élèves. C'est un projet qu'on a parce que nous avions rencontré des professionnels, surtout de la médecine, après qui vous disent la fiscalité, c'est quoi? Donc,
Ils ont peur de venir à la DGI parce que c'est sorcière. Donc, merci encore. Donc, ça va renforcer notre capacité à aller vers les élèves et même les étudiants et même les élèves. OK. Merci, monsieur le directeur Stéphane Desjoie de la Brana. Et d'entrée de jeu, j'aimerais vous féliciter tout aussi bien de votre équipe pour ce projet de grande envergure. Et la plupart de nos préoccupations ont déjà été adressées, donc je serai très bref. Monsieur le directeur, l'une de nos plus grandes préoccupations concerne les droits d'accise. À première vue, nous avons remarqué que les droits d'accise pour les industries locales sont les mêmes que celles pour les importations. Ceci, et nul n'est besoin de l'énoncer, constitue pour l'industrie locale un grand désavantage. Ça, c'est notre premier point. Le deuxième point, nous avons constaté qu'il y a une grande augmentation dans ce projet de code fiscal par rapport au taux en vigueur. Nous passons, par exemple, pour la bière de 6% à 15%. Donc, on est à même de nous demander, est-ce raisonnable, dans un contexte actuel, d'augmenter les droits d'accise pour la production nationale? Quand on regarde The Economy of Scale, on voit que nous ne produisons pas, ou même, nos coûts de production ne sont pas les mêmes que la production internationale. Donc ça nous met nettement à un désavantage. C'est notre très grande préoccupation. Nous souhaiterions voir que le gouvernement prend en considération les industries nationales d'abord. Une augmentation en droit d'accise, mais place toutes les industries nationales à un désavantage vis-à-vis de l'importation. Donc, on aimerait aujourd'hui, encore une fois, souligner qu'une augmentation des droits d'accise aura l'effet tout à fait contraire de ce que cherche le ministère des Finances. Merci. Merci. Donc, je pense que cette préoccupation est vraiment importante et je vais demander... Donc, on a pris l'engagement de ne pas mise en location et que ce bien génère un revenu foncier. Maintenant, c'est dans ce cadre que cette déduction à 4% dans le cas où ces dépenses peuvent être prouvées ou à 20% en cas de modification de ces charges. Également, je vais essayer d'être un peu bref par rapport, je crois que c'était encore comptable du FAL, par rapport au principe de mondialité et territorialité. Normalement, dans le texte, vous ne pouvez pas voir écrit le principe de territorialité et mondialité. Tout simplement, on l'a évoqué parce que dans le cas de personnes physiques, c'est l'ensemble de ces revenus de sources mondiales qui sont pris en compte. Et pour les entreprises, normalement, on tient compte. Disons merci. Mais là, je pense... Non. Au point de vue de la production nationale. En tenir compte. Ensuite, on rappelle que c'est un projet de code général des impôts. Est-ce que la présentation du panel, les différentes présentations sur les montants proposés pour les permis annuels me semblent un peu dérisoires? Ça, c'est un exemple.
Ensuite, je ne pense pas avoir noté pendant la présentation qu'on ait exposé ou affiché le barème d'imposition des personnes physiques. Aujourd'hui, nous savons que le seuil est à 60 000 gourdes et avec les augmentations successives des salaires minimums durant les dernières années, ce barème n'a pas changé depuis 2005. Donc, est-ce que ça a été pris en compte? Je ne sais pas si c'est moi qui ai raté. Donc, je voulais souligner ceci parce que si c'est ça, l'engorgement fiscal, même pour les personnes physiques, est déjà, vu le barème actuel, très peu soutenable et quelque part, ça favorise l'évasion fiscale, puisque le contribuable particulier, etc., va trouver un moyen de chercher des déductions ou bien de ne pas déclarer parce que le barème d'imposition ne reflète pas la réalité. Ça, c'est le commentaire d'ordre pratique. Ensuite, une question plus précise. J'ai noté dans la présentation, notamment au volet pour les producteurs d'énergie fossile, etc., qu'il y aurait 5% de volume de production. À date que je sache, nous ne sommes pas encore producteurs directs d'énergie fossile. Nos énergies, nous les importons. Même le gaz naturel est importé. Donc, comment est-ce que vous avez pris en compte la description de ces entreprises, de même pour les entreprises polluantes? Okay? Ensuite, une suggestion, bien sûr on a parlé de campagne de sensibilisation, mais je vais plus loin dans la campagne de sensibilisation parce qu'il faut appeler un chat un chat. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'État veut augmenter son assiette fiscale et sa base d'imposition, ce qui est tout à fait normal dans tout État de droit qui se respecte. Mais comment faire passer le message auprès des contribuables quand il faut leur faire avaler que les impôts vont augmenter, des taux vont augmenter, et certains seuils, puisqu'ils ne reflètent pas la réalité, ça ne va pas faire grande différence pour vous, alors que vous n'avez pas, il n'y a pas de service en échange. Donc, quel est l'équilibre qui va être fait pour que l'augmentation des revenus et des recettes de l'État puisse être également alignée avec les services auxquels la population et les contribuables ont droit. Ensuite, je ne reviendrai pas sur d'autres commentaires que les participants ont déjà faits. Et je vais me permettre un petit commentaire aussi. Ça, c'est des formations professionnelles. On a beaucoup insisté sur les comptables et les médecins, mais il ne faut pas oublier les avocats, les ingénieurs, les architectes, etc., tous concernés par ce statut de prestataire de services et toutes les conséquences que vous avez soulignées. Et un dernier commentaire, et ça c'est une remarque personnelle qui n'engage que moi comme citoyenne. Vraiment le travail abattu par l'équipe du ministère et les autres consultants que vous avez eus, et certainement, est louable et à encourager. Cependant, ma question, nous savons des formations professionnelles que jusqu'à date, jusqu'à nouvel ordre, notre Constitution prévoit qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas de taxe, qu'il n'y a pas d'impôt sans loi. Et je crois que ça a été fait en commentaire préalablement également. Donc, comment comptez-vous légitimer ce nouveau régime fiscal, puisque c'est le cas, en l'absence d'un Parlement qui est la seule entité à date, selon notre Constitution en vigueur, et habilité à prendre ce genre de mesures? Et je vais plus loin, puisque malheureusement chez nous, et j'endosse également cette responsabilité, c'est un défaut et chez nous, et en tant que citoyenne haïtienne, je partage cette responsabilité, nous avons tendance à tout faire à la dernière minute et à la va-vite pour satisfaire des desiderata XY il faut appeler un chat, certains bailleurs, certains ceci, certains cela. Ça fait 12 ans que, pour reprendre les mots du précédent intervenant, qui reprend lui-même les mots du ministre à sa dernière intervention, que nous travaillons sur le sujet. Donc, quel est le rationale d'une précipitation d'entrée en vigueur avec 24 mois de délai, etc., pour arranger, pour trouver les textes d'application, etc., etc. Moi, je crains, nous avons vu ce que la précipitation en matière de textes légaux nous a donné. Exemple, amendement constitutionnel en 2009 à la va-vite
contestés avec des reproches, voire même frauduleux de procédures et non respectés. Dernièrement, ce nouveau code pénal dans lequel l'international a tellement investi en termes de consultation, de commission, etc. Et voilà qu'à la veille de son entrée en vigueur, on le promulgue d'abord avec un délai d'application de 24 mois également. Débat, et il s'avère aujourd'hui que ce texte, qui est louable également, puisque nous avons besoin de réformes pénales, on ne conteste en aucune manière le bien fondé de ces exercices, mais la manière dont c'est fait, parce que ce serait dommage de voir tout ce travail accompli pour le voir dans quelques mois rentrer ou affaibli d'emblée, parce que ça va ouvrir la porte à des contestations. Donc, ça, c'est une petite piste soumise à votre réflexion. Merci beaucoup. Merci, cher maître. Donc, c'est pour cela que nous entamons des consultations qui vont nous aider à avoir les commentaires de la majorité des secteurs. Donc, vous avez parlé de disponibilité du support, donc ce serait disponible. Là, vous voulez que je fasse un peu de la politique? Faisons-le. Faisons-le. Donc, certainement, nous avons une mission, c'est de collecter les impôts et en amont. En aval, l'utilisation des fonds, c'est quelqu'un d'autre. C'est une autre institution. Mais toutefois, ce que nous faisons nous-mêmes, au niveau de la Direction générale des impôts, on essaie au fur et à mesure d'améliorer la qualité de service. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire en attendant. Donc, effectivement, exactement, on va vous communiquer. Donc, probablement, vous avez reçu l'invitation. Ce serait pareil pour retourner les informations. Donc, on continue. Merci encore, maître. Oui, un moment. Alors, toute une précision pour... Alors, toute une précision dans la présentation lorsque j'ai cité la profession d'avocat, j'ai cité les médecins, c'était juste un exemple. Les comptables, oui, c'était juste un exemple. Mais la BNC, normalement, ça concerne toutes les professions libérales, y compris les médecins. Non, c'est pris en compte dans le texte, mais normalement, dans une présentation, je ne pouvais pas tous citer. Donc, oui, d'accord. Bonsoir à tous et à toutes. Maxime Sébastien, greffier à la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, et une institution donc, qui est affiliée à la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, qui facilite la résolution des litiges commerciaux par voie extrajudiciaire. Alors, principalement, je voulais adresser mes propos de félicitations donc, au ministère pour avoir produit ce travail, qui est un grand pas pour le pays, et que nous-mêmes du côté de la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, nous avons produit des remarques et commentaires concernant quelques articles qui constituent ce projet de code. Et nous, du côté de la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, nous avons jugé donc que le projet de code ne prend pas vraiment en considération donc, cette nouvelle réalité juridictionnelle. Et lorsque je dis nouvelle réalité juridictionnelle, ce nouveau ordre de juridiction imposé en matière commerciale. Je parle des juridictions arbitrales. Alors, il y a un titre dans le projet de code qui traite la perception de droits fixes pour les actes judiciaires et extrajudiciaires que posent notamment les juges, les officiers ministériels, les officiers publics, les greffiers, les huissiers, mais on ne mentionne nullement donc la juridiction arbitrale. On ne mentionne nullement des arbitres
qui ont les mêmes compétences que les juges judiciaires et en matière commerciale. Donc, le deuxième remarque que nous avons fait, c'est autour de l'article 231 de l'avant-projet du Code fiscal, concernant l'entrée en application donc d'un droit proportionnel sur les actes portant sur les valeurs mobilières et les actes également portant sur les valeurs immobilières. Donc, et ces charges fiscales imposées donc, dans le cadre de cet article pénalisent en quelque sorte les parties qui viennent introduire des cas à la CCH. Je vais m'expliquer. Je dis ça pourquoi. C'est parce que pour que ces parties puissent recevoir l'ordonnance et l'exéquature du doyen du tribunal de première instance de la juridiction compétente, après que le tribunal arbitral puisse donc prendre la sentence, il faut qu'il enregistre son contrat par devant la DGI. Donc, et il doit payer en quelque sorte ce droit proportionnel donc, pour enregistrer son contrat afin que ces parties puissent bénéficier donc, de l'exéquature du doyen. Ça donc pénalise donc, les parties et que ça ne favorise pas le développement des modes alternatifs de résolution de conflits en Haïti. Alors, nous, du côté de la CCH, nous travaillons donc sur des taux dégressifs que nous allons soumettre par voie écrite pour améliorer donc cet aspect-là. Donc, en somme toute, je voulais donc remercier donc, le ministère pour avoir fait ce travail et que nous souhaitons que ces remarques et commentaires puissent être l'objet d'une considération spéciale, ce qui facilitera bien évidemment donc, le développement du monde des affaires en Haïti. Merci. Merci, on apprécie et je crois que ces documents-là ont été transférés, donc on va les prendre en compte. Merci. Bonsoir à tous. Je suis Fanois Jean-Robert, donc je dois féliciter l'équipe de travail qui a réalisé ce projet. Donc je voudrais juste poser cette question, ou du moins demander des explications approfondies. Est-ce que, avec le niveau de fraude fiscale en Haïti, le niveau d'évasion fiscale, optimisation fiscale aussi, comment comptez-vous renforcer le contrôle fiscal à travers non seulement le Code général des impôts et puis le livre des procédures fiscales que je n'avais pas vu, par exemple, dans la présentation, les mentions qui font apparaître ces modifications. Merci. Ok, nous disons merci à M. Fanor. Donc, on doit rappeler dans le code, dans la loi organique, il est prévu une nouvelle direction. C'est une direction d'enquête et d'analyse fiscale qui va permettre aux directions de vérification de mener à bien les vérifications. Donc, il y aurait la création de bases de données permettant de faire les recoupements. Donc, c'est prévu dans la loi organique. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis Labossière et de l'Association haïtienne des économistes. Et évidemment, je félicite le ministère de l'Économie et des Finances qui a, après plus de 12 ans, finalement, a produit un texte concernant le Code général des impôts et le livre des procédures fiscales. Et je ne vais pas regarder la question sur le fond et même sur la forme, mais juste une petite question un petit peu en dehors de tout ça. Je n'ai pas vu la CARICOM là-dedans. Je ne sais pas si on devait, parce que vous savez que la CARICOM exige que Haïti ait des tarifs extérieurs communs. Donc j'ai l'impression qu'on a rédigé ça en vase clos. Non seulement la CARICOM, mais on n'a même pas regardé le
pays voisins, comment ça se passe, comment les choses se font. Donc évidemment, on ne peut pas traduire ça de n'importe quelle façon à l'intérieur de ce texte. Mais je pense quand même, cette préoccupation de la CARICOM, on devait regarder, et même si nommément on ne va pas mentionner la CARICOM dans le texte, mais dans vos dispositions, je me demande est-ce qu'on ne devait pas tenir compte du fait que Haïti quand même est membre de cette structure régionale d'un côté. De l'autre côté, je profite pour dire aussi, pour l'implantation, M. Duval en parlait, pour implanter le Code général des impôts et le livre des procédures, il faut un véritable plan stratégique. Et le plan stratégique ne peut pas seulement prévoir la formation, on doit aller au-delà de la formation. Quel changement de structure? Il faut des changements de structure. Il faut l'implantation de nouvelles structures. Quel changement de structure que vous allez avoir à l'intérieur même de la DGI? Pour implanter, est-ce qu'on a fait un diagnostic qui permet véritablement d'identifier les forces et les faiblesses de cette institution pour la mise en place? Vous voyez bien? Et du code de procédure civile, d'un côté, et des impôts. De notre côté, dans l'introduction, M. Troisseau nous a parlé de la rationalisation des dépenses publiques. Ça me fait sourire, M. Troisseau. Les dépenses publiques. Les dépenses publiques relèvent de l'exécutif. Nous savons comment les choses se font. Des zones fiscales. C'est ça. Ah, ok. C'est les exonérations qu'on a fait. Dans ce cas, je m'excuse, parce que j'avais mal compris, j'avais mal noté. Donc, c'est seulement ça que mes préoccupations. D'abord, le plan stratégique, comment élaborer le plan stratégique pour mettre tout ça en place. Deuxièmement, la CARICOM, est-ce qu'on n'a pas quelque chose à voir avec la CARICOM qui nous demande souvent d'avoir des tarifs extérieurs communs? Évidemment, ça concerne la douane, bien sûr. Mais comment vous voyez quand même dans ce texte les préoccupations de la CARICOM? Voilà. Alors là, je remercie la Bossière. Donc, il y a le code douanier. Hier, on a eu une présentation du code douanier et des tarifs. Donc, c'est certain, la douane n'est pas fermée sur Haïti. Donc, on a tenu compte des différents partenaires qu'on a, CARICOM, et puis les autres. Donc, en ce qui a trait à la réorganisation des structures au niveau de la Direction générale des impôts, effectivement, il y a la loi organique qui prévoit la nouvelle distribution, la nouvelle réorganisation des différentes structures au niveau de la DGI. Donc, j'ai parlé tantôt de la nouvelle direction d'analyse et d'enquête. Donc, il y a plusieurs autres directions. On aura la direction départementale de l'Ouest qui n'était pas encore opérationnelle. Donc, c'est pour vous dire que effectivement, vos idées vont très bien parce que nous, au niveau de la DGI, c'est vrai que la communication est un petit peu faible. Mais nous continuons à travailler en dépit de la situation du pays. C'est vrai, en termes de perception, ce qu'on a toujours eu, on voit toujours c'est une DGI délabrée, une DGI, etc. Mais au niveau de la DGI actuellement, on est en pleine réforme. Il y a effectivement un plan stratégique également et on a un plan sur les 2 prochaines années où la DGI aura 100 ans. Donc, je vais profiter de ce moment également pour vous inviter, vous qui êtes contribuables. Des fois, vous avez intérêt à consulter vos dossiers, à passer à demander des explications. À côté du site de la DG qui est disponible, où vous pouvez trouver des informations, mais également si vous désirez bien passer, regardez comment ça évolue votre dossier. Donc, on est très ouvert, on est disponible pour vous recevoir et on est là tous les jours et on vous annonce effectivement qu'il y a de grands chantiers de réforme au niveau de la DGI. Comme j'ai parlé tantôt, il y a les sûretés mobilières, donc ce n'est pas tout le monde qui soit intéressé. Il y a le projet d'informatisation du registre foncier haïtien. Il y a la loi organique qui est pratiquement en phase de consultation. Il y a le Code général des impôts, là on y est pour la consultation. Il y a également le RMS qui est le projet de cœur de la DGI, où on va voir dans quelle mesure qu'on peut avoir les données centralisées, où les bureaux seront informatisés. Donc c'est vrai, ce n'est pas pour demain, mais on est en train de travailler. Donc certainement, il y a plusieurs contraintes. Là encore, on devrait faire des formations au niveau des villes de province. La situation
telle qu'elle est. Donc on ne fait pas de politique, cher maître. La situation est telle qu'elle est. Donc ça ralentit un petit peu le déploiement de ce nouveau système qui allait permettre aux contribuables de faciliter la vie des contribuables, où on aura à payer également par virement bancaire en ligne, faire les déclarations en ligne. Si vous avez des échéances et vous n'êtes pas dans le pays, à distance, à partir de RMS Web, vous allez pouvoir produire vos déclarations et faire également le paiement. Donc c'est vrai, plusieurs difficultés sont produites qui nous ont empêchés de réaliser tout ça, mais on avait ce cap-là 2022 pour avoir tous les bureaux de la DGI informatisés. Donc c'est un souhait, donc on veut continuer à travailler là-dessus afin que tout, vous-même également en tant que contribuable, ayez une vie plus ou moins paisible, plus ou moins normale. Merci. Une petite remarque, pendant qu'on y est avec les projets, il ne faut pas oublier la charte du contribuable peut-être. Également, c'est inclus dans la loi organique. Merci. Il y a une question concernant contrebande, fraude fiscale, évasion fiscale, évitement fiscal, optimisation fiscale des entreprises. Vous avez parlé qu'il y a une direction. Oui, on va avoir... Mais est-ce que ça va être suffisant? Non. Parce qu'il y a toute une dimension qui vous échappe. Il y a la dimension politique, ça vous échappe complètement. Comment une direction, je ne sais pas, de quel instrument allez-vous doter cette direction pour vraiment contrer la contrebande? Bon, là encore, pour la contrebande... Le financement, il y a toute la problématique du financement des partis politiques. Cette problématique n'est pas résolue. Donc là, pour la contrebande... Je ne sais pas comment, je n'ai pas aimé votre réponse. Pour moi, elle est très, très incomplète concernant contrebande, fausse fiscale. Peut-être que vous n'avez pas de réponse. Non, certainement, on a certains éléments de réponse. Il aurait été un petit peu plus honnête de dire que vous n'avez pas de réponse. Non, on a certains éléments. Je pense que vous n'avez pas de réponse. C'est mieux de dire que je n'ai pas de réponse pour cette question. On est très satisfait de ça. On a certains éléments, étant donné que la douane haïtienne et la douane là, je ne fais pas partie de la douane, mais dans des rencontres que j'ai eues avec la douane, ils ont des rencontres pour une interconnexion entre la douane de la République dominicaine et la douane haïtienne. Donc là, c'est des éléments, c'est des outils qui vont nous permettre de réduire le taux de contrebande. En ce qui a trait aux fraudes fiscales, donc normalement, la DGI est membre de l'OCDE qui travaille sur les bases et sur l'érosion des bases imposables. Donc, on est en train de travailler afin d'améliorer au fur et à mesure. Donc, ce n'est pas évident que je vais avoir toutes les réponses. Ça, j'en suis conscient et je suis très honnête dessus. La contrebande, c'est d'abord l'affaire de la douane. D'ailleurs, la contrebande est définie par le code douanier. Où est ça? Son jouet lié. Si vous voulez finir avec elle, vous ne pouvez pas jamais finir avec elle. Mais si vous voulez éviter le prendre proportion là, vous avez fait déjà. Al regarder le code douanier qui gagne là déjà, lit seulement qui ça dit de contrebande. Et puis on va comprendre ça là. Donc, comme on le dit, on est là, c'est dans le cadre d'un projet de code et c'est évident, étant donné qu'on a cet espace, c'est normal qu'il y a certaines questions qui soient dans le code ou en dehors du code qui seront traitées, mais comme vous venez de le dire, j'ai certaines limites par rapport à certaines réponses. Donc, j'ai essayé de trouver des éléments de solution, certes, mais, et humblement, je le reconnais, je ne peux pas avoir toutes les réponses. Oui, alors c'est par rapport à une question de professeur Labossière. Donc, alors dans le cadre du plan stratégique évoqué, on ne prend pas en compte que la formation. Et puis également à côté du code, à côté du livre des procédures fiscales, il y a d'autres documents qui sont en préparation, parmi lesquels il y aura la charte des droits et garanties du contribuable vérifié. Il y aura aussi un manuel à l'usage des agents fiscaux et des contribuables. Donc, parallèlement au code, comme le DG l'avait souligné, il y a aussi un projet de loi organique prenant en compte
la structure de la DGI, regardez dans le livre de procédure fiscale, on fait beaucoup de références à certaines directions pour lesquelles on n'a pas encore de cadre légal. DGC, DOE, DMC, etc. Donc, certainement, le projet de loi organique va être même adopté bien avant l'adoption du code. C'est pour cela, dans le livre des procédures fiscales, déjà, on fait référence à ces textes. Donc, c'est un tout, il n'y a pas que la formation. Donc, c'est tout un package auquel on prend en compte actuellement. Oui, effectivement, ça au niveau interne. Au niveau interne, on travaille sur une loi organique, on travaille sur une loi organique, on travaille sur une manuel d'organisation, on travaille sur une manuel de procédure au niveau interne, on travaille également sur un manuel de procédure fiscale à l'usage des contribuables et des agents fiscaux pour faciliter en fait la mise en application, une meilleure compréhension du code. Donc c'est tout un package. Aujourd'hui, on était là juste pour présenter le code, mais pas les autres packages. Oui, certainement, dans les documents de procédure. Ouais. Donc, et puis, j'ajoute, je crois, il y avait une intervention à propos du barème. Effectivement, dans la présentation, on ne l'a pas affiché, mais on réfléchit au niveau du ministère sur... Il y a même une commission qui a été mise en place pour réfléchir maintenant sur une proposition de nouveau barème. Donc, dans le code, on reconduit le barème existant, le barème qui est à l'article 149, mais on travaille maintenant sur la possibilité, sur une nouvelle proposition de barème pour les personnes physiques. Je ne vais pas insister à ce que vous posiez des questions, mais là, je pense qu'on a fait le tour. Et vraiment, j'apprécie ceux qui ont posé des questions et ceux qui ont entendu les réponses et ceux qui n'ont pas posé de questions également. Donc, juste avant de passer... Toi, Sougué Manger? Donc, on va avoir un espace de libre-échange. Donc, on peut appeler quelqu'un et lui poser des questions en direct. Donc, ça va dépendre de vous, mais on attend toutefois que vous envoyez les documents par écrit afin de nous faciliter la tâche. Donc, certaines préoccupations sont notées en bold et en gras, donc comme les préoccupations pour les actes, puis donc, tout le monde pratiquement, le ministre Baudin. Donc, on salue ceux qui sont là avec nous et également ceux qui sont en virtuel. Donc, vraiment, au nom du ministère de l'Économie et des Finances, je tiens à vous remercier parce qu'une demi-journée pour discuter de quelque chose qui va... C'est important, ce n'est pas gratuit. Donc, si je vous dis merci et on attend vos commentaires et en retour, vous allez avoir le produit fini. Donc, on va passer à table sous le contrôle de M. Troisseau, c'est ça? Sûr? Donc, on va passer juste pour goûter quelque chose ensemble. Ensuite, pendant que nous mangeons, nous allons faire des échanges. On va continuer. J'espère qu'on ne va pas garder les mêmes places. C'est pour faciliter les échanges. Donc, on va faire de telle sorte qu'il y ait un membre de commission sur chaque table afin de continuer à discuter avec vous. Merci.